B-News One, le tam-tam du continent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la cité, bonjour la nation, bonjour la République, bonjour l'Afrique, l'Afrique tournée vers N'Djamena, N'Djamena à l'occasion des obsèques du grand chef d'État disparu, le maréchal Idriss Déby Itno. Un parterre de chefs d'État d'Afrique et de l'Occident est présent à ces lieux d'obsèques. On en parlera dans notre focus avec Clément Oyer, directeur de publication du magazine international Action d'Afrique et auteur d'un ouvrage sur Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno à cœur vaillant. C'est notre invité depuis le lieu des obsèques du maréchal Idriss Déby Itno. C'est la 5e diffusion ou production de ce programme pour la semaine, la toute dernière de la semaine avant le week-end. Alors nous souhaitons déjà un bon début de week-end sur B-News One du continent qui émet depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et cette production, vous le savez très bien, c'est un talk show qui implique des grands chroniqueurs de B-News One. Ces derniers posent leur regard diversifié, varié et parfois opposé sur des faits d'actualité et des sujets d'intérêt général. Ils sont présents, on va commencer par Audrey Ngopom qui est là. Audrey, bonjour. Bonjour JSK. Et bon début de week-end. Merci, à vous de même. Bonjour à François, bonjour à Ambroise, bonjour à Kassim, bonjour à nos milliards de téléspectateurs. Je sais pas s'il y avait une appellation au-dessus du milliard, j'allais l'utiliser parce que désormais nous sommes... Plusieurs milliards. Bon, plusieurs milliards. Oui, plusieurs milliards. C'est déjà le pluriel, hein, plusieurs milliards, donc c'est au-dessus du milliard. D'accord. Donc, nous sommes désormais sur StarTime depuis quelques jours. Donc, ça fait 18 000 postes dans la ville de Yaoundé au Cameroun, je ne sais plus trop. Donc, ne vous plaignez plus du fait de ne pas nous recevoir chez vous. Nous sommes désormais... Abonnez-vous au bouquet StarTimes. Désormais. Ouais. Merci, c'est une belle annonce. On commence le week-end avec cette très belle nouvelle pour B-News One qui continue de se développer, de se déployer pour faire plaisir à ses téléspectateurs. Ambroise Awono, vous êtes bien là aussi, bien posé. Bonjour JSK, bonjour à Kassim, bonjour à Ogré, bonjour aux hommes là. Je vais rappeler pas aux téléspectateurs, vous, que le programme des obsèques de mon grand frère aîné est sorti officiellement. Oui. L'abbé Benoît Marie Ndongo Andégué est sorti. On attendait la décision qui devait venir du diocèse de Bala et elle est sortie. Donc mardi, il sera la levée du corps aura lieu à l'hôpital de la Caisse, ici même à Yaoundé, suivi d'une veillée. Voilà, suivi d'une veillée en volier. Après, nous irons à Obala, au lieu dit Efok. C'est là-bas où il sera enterré en attendant la cérémonie traditionnelle dans le village Ecocom par Mona Télé. Donc, merci de nous accueillir pour cette 5e sortie officielle des influenceurs. On espère être à la hauteur des attentes. Vous serez toujours à la hauteur, comme d'habitude, malgré le coup qui pèse sur vous. Recevez toutes nos condoléances et notre assistance, d'ailleurs, ne faillira pas. Nous sommes avec vous, comme d'habitude. On va recevoir également le Zomlo, vous l'avez dit. C'est l'international François Mbesseux qui est en place. Bonjour, François. Bonjour JSK, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour aux très influents Kassim, au digne fils de Mona Télé, à l'époustouflante Audrey et certainement au sultan Ahmed qui est entre ses cahiers pour améliorer ses compétences. Nous vous saluons de là où vous vous trouvez. Comme je vous ai promis hier, nous avions une réunion de lions, de zèbres, de girafes et d'éléphants
Et le compte rendu de cette réunion est que vous devez savoir que personne ne dépasse l'autre. On entend généralement dire que je te dépasse. Aucun être humain ne dépasse l'autre. Vous pouvez certes avoir beaucoup de biens matériels, vous pouvez posséder beaucoup de choses, mais le fait de posséder beaucoup de choses ne change rien à l'égalité l'égalité que vous partagez avec les autres. C'est pour ça que la loi va dire que tous les hommes sont égaux. Nous sommes égaux dans l'être. Dans l'être, nous sommes les mêmes. Et les comparaisons qui voudraient dire que les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille ne peuvent pas justifier que certaines personnes dépassent les autres. Non. Nous sommes égaux devant Nous sommes Dieu, tous devant la nature. égaux et d'aucune façon, personne ne dépassera l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, à l'issue de cette réunion, tous les animaux, la nature, vous conseillent d'opter pour la complémentarité. C'est là que se trouve la solution et non la concurrence, parce que la concurrence aboutit à l'élimination, alors que la complémentarité aboutit à la construction, à la perfection de l'humain. Merci François. Et s'il faut bien se mettre en concurrence, il faut bien que ce soit une concurrence saine et non malsaine. On reçoit Kassim Talba. Bonjour Kassim. Bonjour JSK, bonjour à l'international François, qui je remercie pour ce propos introductif. Bonjour à l'époustouflante Audrey, bonjour à Ambroise. Vous avez déjà un surnom? Vous pouvez en donner. Hein. Vous pouvez lui donner un surnom. Le digne fils. Bonjour donc au digne fils de Mona Télé. Et pour la gouverne d'Audrey, après... Il n'y a que moi qu'on ne salue pas sur ce plateau. Hein. J'ai commencé par... Ah oui? Bien sûr. Ah d'accord, ok, merci beaucoup Kassim. Donc pour la gouverne d'Audrey, après le milliard, il y a une unité, le trillion. Donc 1 et 12 zéros. Voilà. Donc, le trillion ou le trilon? Le trillion. Le trillion. Le trillion. Voilà. Comme million, mais trillion. Tout à fait. Alors, vous avez certainement un petit message pour nos téléspectateurs en ce qui concerne le salut militaire qui vous concerne, qui vous intéresse ce matin. Oui, bien sûr, JSK. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le salut militaire? En fait, voyez-vous, depuis les obsèques du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, j'ai beaucoup observé les audiences accordées par le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby, et on peut remarquer le chef de l'État. Le chef de l'État. On peut remarquer que dès lors qu'il reçoit un de ses pairs, et il fait ce geste-là, qu'on a communément appelé le salut militaire. Le salut militaire. Et je me suis posé la question de savoir d'où provenait le salut militaire. Alors, ce signe de respect et de fraternité que fait deux soldats de l'armée. Et déjà, c'est quoi le salut militaire? Cela consiste à main droite, les doigts serrés, paume visible, et la porter jusqu'à la hauteur de la tempe. Par exemple, vous pouvez nous essayer un peu cet exemple? Oui. Voilà, ça c'est le salut militaire. Jusqu'à la hauteur de la tempe. Oui. Voilà. Et, ça vous va très bien, le salut militaire. J'aurais pu... On dirait le général de corps d'armée, Kassim Talba. C'est pour être général. Je crois qu'on peut déjà commencer à jubiler. On dirait un général de corps d'armée, Kassim Talba. Oui, poursuivez alors. Que doit-on savoir sur le salut militaire? Alors, il faut savoir que cela remonte depuis l'Antiquité, à l'Antiquité, parce que c'était donc un signe initialement, c'était un signe de respect et de fraternité, à l'effet de montrer à ses pairs que vous êtes désarmés. Donc, rien à voir avec une marque de subordination témoignée par un élément vis-à-vis de son supérieur hiérarchique. Ensuite, au Moyen-Âge, vous savez, on organisait des tournois, enfin, du moins les seigneurs de guerre organisaient des tournois avec des chevaux. Et donc, les cavaliers portaient des armures assez lourdes. Et
Pour marquer ce signe de courtoisie, on relevait la visière, on se regardait droit dans les yeux et on faisait ce salut-là. Donc c'était destiné, très souvent, ils organisaient ce tournoi-là pour amuser leur cours, pour se distraire. Ensuite, au XVIIe siècle, les militaires ont repris ce concept pour marquer leur fidélité. Alors, il s'agissait de lever la main droite et de faire ce geste-là, 3. 3 en signe, juste pour... cela se référait à la Sainte Trinité, aux 3 personnes de la Sainte Trinité. Et puis donc, au XXe siècle, les plus grandes infanteries des grandes puissances ont donc repris le concept et ont donc fait de cela une marque de subordination. Donc, qui voudrait que lorsque un élément voyait son supérieur à 6 pas, il faisait le salut militaire jusqu'à ce qu'il le dépasse de 2 pas. Et maintenant, lorsqu'il est armé, il montrait son arme et il regardait le supérieur jusqu'à ce qu'il le traverse de 2 pas. Donc, bon, je rappelle que selon les armées, hein, il y a des petites spécificités, mais voilà de manière substantielle l'origine du salut militaire. Le salut militaire. Je dois vous confier que, en réalité, l'une des choses qui m'a poussé à refuser l'armée, c'était ce salut militaire. Je trouvais ça un peu trop contraignant. De s'arrêter à chaque bout de champ dans le camp militaire, il levait la main droite pour saluer. Pourtant, vous voyez que c'est un signe de paix, initialement. Oui, ben on peut se serrer la main, comme donc comme fondamentalement, c'était juste pour montrer que vous êtes désarmé. Oui, on a compris, c'est très bien le concept. Donc, en tout cas, le salut militaire, aujourd'hui, passionne beaucoup de jeunes à le regarder. C'est un beau spectacle. On est parti de 3 doigts, vous avez dit, à 5 doigts. Voilà. Et c'est vrai que dans le scoutisme, nous, on a gardé, parce que j'étais scout aussi, on a gardé 3 doigts. On a gardé le salut avec 3 doigts. Bon, c'est pas le salut militaire, c'est le salut scout. Des scouts. Merci, chers messieurs, merci d'être présents. Mais il faut quand même rappeler aux téléspectateurs, parce que c'est passé inaperçu tout à l'heure, mais il faut revenir et dire aux téléspectateurs que désormais, B-News est sur StarTime, canal 752. Et s'il faut parler vraiment de StarTime, il faut dire que c'est l'opérateur leader de la télévision numérique en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas. Et le StarTime est installé dans 30 pays africains et avec 13 millions d'abonnés. Donc, vous pouvez imaginer, bon, pour ceux qui se demandaient comment on fait pour vous capter, désormais, abonnez-vous sur StarTime, canal 752. Vous aurez toutes vos émissions préférées. Et pour en savoir plus, d'ailleurs, sur StarTime, ils sont présents sur la toile, les réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à chercher leurs réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les informations pour avoir un bouquet StarTimes. Et bien voilà, la chaîne B-News One est donc la chaîne au trillion de téléspectateurs désormais avec StarTime. Merci. On va ouvrir notre toute première rubrique dans un tout petit instant après cette transition. Eh bien, c'est B-News One. Les influenceurs sont en place avec leur carton. On va démarrer donc cette page de carton rouge, vert, jaune dont disposent les chroniqueurs. Et ensemble, on verra bien, hein, c'est pas la couleur du carton que vous avez dans vos pochettes, monsieur. Je vais commencer par vous, Kassim, votre carton. Alors, JSK, mon carton, il est vert, à l'endroit de l'hôpital général de Yaoundé qui lance donc un centre de neurochirurgie vasculaire. Vous savez, cela concerne les maladies du cerveau et de la moelle épinière et c'est un domaine assez pointu de la médecine. Ça ne court pas des rues. Ça n'existait pas encore au Cameroun. Donc, carton vert à eux, je pense que cela participe à la relevation du plateau technique et c'est une bonne chose, c'est pour le bien-être des populations. François, ça veut dire que désormais on peut au Cameroun opérer du cerveau, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour être terre à terre. Et de la moelle épinière. Et de la moelle épinière. Voilà. On peut opérer du cerveau, on peut opérer le cerveau, on peut opérer la moelle épinière dans notre pays désormais, c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Moi, je l'ai toujours dit, si vous avez des enfants qui peuvent fabriquer des avions et les faire décoller, cela prouve qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'intelligence qui peuvent et qui doivent être mises à contribution pour faire évoluer le niveau de vie des populations, ou si vous voulez, l'espérance de vie. Et une fois de plus encore, nos médecins montrent par là qu'ils ont les compétences nécessaires, qu'ils ont été à bonne école et qu'aujourd'hui, ils peuvent garantir que nous pouvons trouver sur place une expertise qui nous permet de guérir de ce type de maladie. C'est aussi à féliciter pour les pouvoirs publics qui auront pris en compte tous ces gens qui ont des problèmes de santé de ce type-là en permettant à ce que il y ait une possibilité sur place de se soigner, parce que vous savez que à chaque fois qu'il est question d'évacuer des gens vers l'Europe pour aller chercher l'expertise, ça coûte exagérément cher et les maladies ne discriminent pas, c'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas à savoir si tel est riche ou si tel est pauvre. Et du coup, quand vous avez des gens qui sont des classes moyennes ou alors des classes sociales inférieures qui se retrouvent en difficulté sans les moyens matériels, sans les moyens financiers de pouvoir être évacués en Europe, c'est la mort assurée. Donc il faut dire effectivement que je partage le carton vert de Kassim et je dis félicitations à tous les pouvoirs publics qui ont pris sur eux de mettre en œuvre cette initiative, et félicitations aussi à tous les médecins camerounais qui, comme les Lions ou comme Nganou dans d'autres domaines, montrent que nous pouvons compter avec eux. Félicitations. Félicitations donc à la santé, au système de santé camerounais qui se développe, qui s'enrichit d'un nouveau plateau technique. Ambroise Awonom, oui. Et c'est d'autant plus à féliciter quand vous avez ce genre d'initiative à côté des gens qui vont, je ne sais pas, à Bafia transformer les ambulances en clando et tout ça. Vous voyez bien que vous avez deux extrêmes, c'est-à-dire que vous avez effectivement les gens qui sont dans le métier, qui ont les compétences nécessaires et sur lesquels on peut compter, et d'autres imposteurs qui sont aussi là, qui malheureusement par les faits sont découverts et qui nous permettent de savoir que peu importe ce qu'ils peuvent avoir à Bafia pour soigner les populations, ils vont l'utiliser pour aller transporter les ananas et tout le reste. Donc, félicitations encore à ceux qui sont entrés dans le métier par passion et par la compétence. Félicitations à ceux qui pensent au développement du Cameroun, Ambroise. Oui, félicitations. Je partage le carton vert de Kassim. Vous savez, à une certaine époque, l'hôpital central de Yaoundé avait mauvaise presse. Quand on arrivait là, on voyait des bâtiments vétustes. Quand tu entrais au niveau des urgences, tu voyais un désordre indescriptible des personnes. Lorsque tu étais victime d'un accident, tu étais négligé. Et il faut dire que le professeur Fouda, la presse a écrit, le professeur Fouda qui dirige l'hôpital aujourd'hui a pris le temps de recenser toutes ces difficultés-là. Et aujourd'hui, quand on parle quand même d'un hôpital ici à Yaoundé, l'hôpital central fait partie de ces hôpitaux-là qui sont en train de se développer. Maintenant, aujourd'hui au Cameroun, on peut opérer le cerveau, on peut opérer la moelle épinière. Je pense que c'est tout bénéf pour les populations camerounaises qui, François le parlait tout à l'heure, avec les moyens pas toujours à la hauteur des problèmes auxquels ils font face. Je pense que de voyager, aller se faire opérer, je me souviens même lorsque Rigobertson a eu le problème sur la tête, il a fallu qu'on envoie un avion médicalisé pour qu'il aille se soigner en Europe. Pourtant, si on avait déjà ça, Rigobertson ne devait pas voyager. Pas pour dire que c'est mauvais de voyager, mais je pense que c'est des avancées qu'il faut féliciter. Ça fait quelques évacuations sanitaires. Ça va limiter des évacuations sanitaires. Je partage le carton vert de Kassim. C'est une très bonne nouvelle pour les Camerounais parce que, comme François et Ambroise l'ont si bien dit,
il est souvent très difficile pour certaines personnes de se déplacer pour trouver la santé. Parce que on dit souvent la santé n'a pas de prix, c'est vrai, mais pour beaucoup, il est souvent très difficile, vu la conjoncture au Cameroun, de pouvoir même s'acheter un billet d'avion pour aller se faire soigner. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Maintenant, espérons que le coût de ces opérations-là est à la portée du Camerounais lambda, parce que c'est bien beau de déjà avoir un plateau de la sorte, mais maintenant, si ce n'est pas à la portée de la majorité des Camerounais, pourquoi pas de tous les Camerounais, c'est que sincèrement, ça n'aura servi à rien. C'est une fois aussi de plus une très bonne nouvelle parce que ça va empêcher ces voleurs qui sont tout le temps, qui sont souvent en prison et qui ont des maladies compliquées de s'échapper. Parce qu'on connaît des gens qui sont partis pour l'évacuation sanitaire, ne sont plus jamais revenus, alors que ce sont des prisonniers de la République. Donc, désormais, vous allez vous faire soigner au Cameroun. Il y a tout ici et vous ne pourrez plus échapper à la justice camerounaise. Eh bien voilà, donc carton vert, Kassim, c'est ça, donc pour ce plateau technique amélioré. Tout à fait. Merci aussi pour cette information. Donc désormais, on peut se faire opérer du cerveau ou de la moelle épinière dans notre pays. On espère que d'autres innovations techniques comme ça pourront arriver sur le Cameroun, dans les hôpitaux de référence. Maintenant, il faut voir aussi l'accessibilité de ces soins. C'est aussi quelque chose à étudier. Vous avez le plus compliqué au Cameroun, en fait, souvent c'est ça, l'accessibilité. On sait un peu comment ceux qui souffrent des problèmes d'insuffisance rénale ont des difficultés à avoir accès au traitement, quand bien même ça existe. Et puis on sait également comment parfois le manque de professionnalisme de nos professionnels de la santé fait obstruction à certains consommateurs de ces produits de santé. Bref, nous souhaitons que vivement cet outil-là soit au service de tout le monde, de tous et de chacun, et qu'il n'y ait pas de discrimination à ce niveau-là. On peut aussi, Kassim, souhaiter que les investisseurs camerounais, les hommes d'affaires camerounais s'investissent dans la santé publique comme dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'ouvrir des hôpitaux de référence, si on a des moyens pour ouvrir des grands snacks, pour ouvrir des grands hôtels, on peut aussi investir dans la santé. Moi, je connais quelqu'un qui s'est lancé dans cette activité-là. Il a ouvert une clinique. Il s'en sort? Oui, il s'en sort. Très bien. Très bien. Alors, donc, je veux dire... c'est toujours mieux que les auberges, en tout cas. C'est-à-dire que c'est la réalité chez nous. Plutôt que d'ouvrir des centres qui créent la maladie, autant mieux créer des centres qui soignent la maladie. Ou alors, à côté des centres qui créent la maladie, on place des centres... Vous êtes donc dans un pays où il y a plus d'auberges, plus de bars, c'est-à-dire que plus de choses bizarres. Et puis, quand vous chopez des maladies, quand vous tombez malade, vous voulez vous soigner, il n'y a aucun endroit, ou alors il y a des endroits où quand vous arrivez, que les services dont vous avez besoin ne sont pas existants. Donc, et quand bien même il y a des centres de santé, comme vous le dites, au Dengopom, Kassim, c'est généralement des centres de bas niveau, en fait. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Il faut mettre des moyens pour qu'il y ait suffisamment de centres haut niveau, pointus, qu'il y ait des centres comme le Jourdain. On connaît le Jourdain, c'est un des très rares centres, qui a un niveau technique, niveau plateau technique très élevé. On peut en avoir comme ça des centaines par région, parce que les investisseurs ont vraiment de quoi investir dans ce secteur. Mais il faut aussi qu'ils soient encouragés. Il faut qu'ils soient encouragés pour le faire. Ils investissent d'abord là où ils vont construire en Europe, là-bas, garder l'argent et tout ça, qui les encourage là-bas. Personne ne les encourage là-bas. Quand ils vont construire les hôtels en Europe, ils vont acheter les maisons en Europe, il n'y a aucune politique là-bas qui les encourage. Au contraire, c'est plutôt très agressif là-bas. Mais quand il s'agit de venir investir ici, ils ne le veulent pas parce qu'ils sentent que les autres vont être en bonne santé, les autres vont apprendre à bien réfléchir et puis, comme leur business est basé sur la nécessité de flouer les autres, sur la nécessité de voler les autres, ils les veulent malades. Non, mais ce qu'il faut également dire, c'est qu'un privé, c'est essentiellement basé sur le capitalisme. Il n'est pas là... La rentabilité pour faire le social. Et aussi, je pense qu'il considère certains éléments comme le climat des affaires d'une manière générale. Donc, je pense qu'au vu
au vu de Tant qu'on a tout encore cela. des malades qui ne payent pas leurs factures, c'est Oui, décourageant ou pour alors- l'investissement. Mais Donc, justement, on les vous malades ne appelle, payent pas la les famille. factures parce que les milliardaires Donc, camerounais ne payent pas les salaires. C'est-à-dire que vous travaillez chez quelqu'un, il vous donne de la pitance, 30 000 francs le mois, et il voudrait que vous veniez payer la facture, alors que le type chez qui vous bossez comme ménagère est le même type à qui appartient tel supermarché, à qui appartient telle grande entreprise, telle compagnie de transport. Et quand vous venez bosser pour lui, il vous donne 30 000 et il vous les paye après 3 mois. Et après si vous voulez 6 lever mois. le petit doigt, on frappe. Et on frappe parce qu'ils sont amis avec les commissaires et tout ça. C'est pour ça, je suis d'accord avec Kassim qu'il y a le milieu des affaires, il y a l'environnement, mais l'entrepreneuriat social aussi rend les gens riches ailleurs. Et c'est pour parler de ce milieu des affaires marqué par, entre guillemets, l'injustice sociale que le JICAM avait souhaité s'entretenir avec le ministre de la Justice, ministre d'État, garde des Sceaux, pour Oui, poser sur la table le problème. Et vous avez de bien vu l'insécurité. comment est-ce que les milliardaires sont tendancieux, irrévérencieux, irrespectueux, au point où on envoie l'État aller à la rencontre des investisseurs privés, et puis ils sont les premiers à fouler, c'est-à-dire que les institutions républicaines au pied parce qu'ils s'appuient sur des milliards. Non, on Mais devrait c'est pas- quel nous pays allons pas où ce les débat-là gens... aujourd'hui, parce que Non. moi, je suis totalement... j'ai un Oui, regard mais c'est de ça opposé. qu'il est question. J'ai- Les gens qui j'ai un pensent regard que opposé. comme ils ont l'argent, ils peuvent se prendre pour des dieux. Ça peut Au point faire où... un autre carton. Je On l'ai peut dit aussi- ici On que- peut aussi voir le Parce que pour mépris. vous, c'est- Le mépris aussi, hein, de l'autre côté, hein, de ces hommes qui sont des patrons d'entreprise. On ne méprise pas un patronat dans un pays. On ne méprise Qui a pas. méprisé le Bon, c'est pas le sujet. On va Personne n'a sortir méprisé. de là. Oui. Chacun. Non, ce que je veux dire, c'est que le patronat, lui, il voit le mépris. Et le gouvernement, niveau lui, il voit le On a mépris. envoyé un représentant du gouvernement. On a envoyé voilà. Non, je suis en train de vous dire qu'il y a deux regards. Il y a le regard de celui qui a demandé et le regard de celui qui envoie. Le regard de celui qui demande, vous ne pouvez pas vous discuter du regard de quelqu'un. Lui, il veut le ministre d'État et le ministre d'État lui envoie Mais quelqu'un. le temps J'ai du- besoin de vous, voulez Kassim. le Vous temps m'envoyez du ministre d'État, c'est votre pas- petit. Il a envoyé son représentant Oui. qui était membre du C'est gouvernement. quand même le numéro 2. C'est le numéro 2 de ce Oh. département Qu'est-ce que lui ministériel. coûtait Pourquoi Et est-ce puis- que les uns et les autres Et estiment puis, que le ministre d'État, il a un agenda. Qu'est-ce que lui coûtait d'être là? Il a un agenda. il a un agenda? Non, il, JSK il peut même dit programmer. ça. Bon, il on peut va même faire le programmer. sujet. L'État n'est pas le temps. GSK, On va donner le carton de Il peut même François. programmer partir, On va mais à la ouvrir dernière minute, Ce il débat a... est très passionné. Nous ne voyons pas ça maintenant. Parce Dimanche que dernier, le professeur il est Mathias très passionné. disait que tout le monde est, nous sommes tous des obligés de l'État. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que nous sommes tous à la solde de Mais nous l'État. n'avons pas tous le même apport dans la marche de l'État. Je suis Non. désolé. Comment Quand ça? vous avez un bras droit qui est le patronat, n'est-ce pas? Vous, quand même, vous avez une certaine considération à son égard. C'est pour cela qu'en France, le chef de l'État ne s'amuse pas avec le patronat français. Qui s'est Alors, si- amusé alors, avec le alors, patronat si- au si- Cameroun, Le monsieur? débat, Alors, si le mais ministre ce débat est d'État- très Qui intéressant. s'est Pas un amusé avec le carton. patronat? C'est vous qui êtes venu avec le sujet. Personne Non, ne s'est c'est François amusé. qui a ouvert ça. Personne ne s'est amusé avec on va le donc sortir patronat. de là, on va sortir de là. Vous Voilà. aimez ce sujet. Lundi prochain, on pourra en parler. Eh bien, merci pour votre carton, Kassim Talba. On va donner la parole à François Besset pour son carton. Oui, mon carton rose, je l'avais déjà embrayé d'entame de cette émission. À l'école, il n'y a que deux verbes dont il faut maîtriser la conjugaison pour réussir dans la vie. Il y a le verbe être et il y a le verbe avoir. À partir du moment où l'être humain commence à Le verbe confondre, être et le verbe avoir. oui, commence à confondre entre l'être et l'avoir, naturellement qu'il va créer un désordre social. Parce que là où il faut dire je suis, il y a des gens qui disent j'ai. Et là où il faut dire j'ai, il y a des gens qui disent je suis. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et les gens commencent donc à croire qu'ils sont les uns au-dessus des autres, ou qu'ils sont certains plus que d'autres, alors que l'égalité est dans l'être. Elle peut ne pas être dans l'avoir, mais l'égalité ontologiquement est dans l'être. Il n'y a personne qui dépasse l'autre dans l'être. Donc tout ce qui concerne l'être, nous avons tous la même mesure. Il n'y a personne qui a la capacité d'ajouter un seul cheveu à sa tête. Il n'y a personne qui a la capacité d'en enlever. Personne ne peut ajouter un doigt de plus, tout comme personne ne peut en enlever. Les idées même qui vous rendent riches ne viennent pas de vous. Elles viennent de quelqu'un qui vous les donne quelque part. Et on parle d'inspiration, de l'esprit qui parle. Et c'est de ça que on disait tout à l'heure.
Mon carton rouge est adressé à l'endroit de tous ces milliardaires qui sont irrévérencieux, irrespectueux et qui ont manifestement un problème avec l'humain une fois qu'ils pensent qu'ils ont de l'avoir. L'avoir est éphémère. Rien n'est nouveau sous le soleil, c'est en termes d'avoir. Ce n'est pas en termes d'être. Parce que tout être est toujours nouveau sous le soleil, mais l'avoir est constant. L'avoir est permanent, il est toujours là. Vous aurez toutes les richesses, vous allez les utiliser. Et ce n'est que ce que vous pourrez faire, les utiliser. Et à un moment donné, vous devrez passer. Donc, carton rouge à tous ces gens qui, parce qu'ils pensent que la puissance financière les rend comme des dieux, se mettent au mépris à la fois des êtres humains et des institutions. Non. Messieurs, je l'ai toujours dit ici, l'argent ne peut amplifier que ce qu'il trouve chez vous. Nous n'avons pas accusé l'argent, mais nous avons accusé certains êtres qui, quand vous êtes méchants, on vous donne beaucoup d'argent, vous allez amplifier votre méchanceté. Si vous êtes généreux, on vous donne beaucoup d'argent, vous allez amplifier votre générosité. Donc, carton rouge particulièrement à tous les boss, les milliardaires du JICAM qui pensent qu'ils peuvent piétiner les institutions de la République au prétexte qu'ils ont des comptes bancaires fournis et ils pensent que c'est à eux de dicter la loi. Quand l'État se rapproche d'eux, eux, ils décident dans l'État de qui est-ce qu'ils doivent recevoir et qui est-ce qu'ils ne doivent pas recevoir. Comme les gens ont dit quelque part, si le chef de l'État n'est pas là, nous ne pouvons pas considérer que l'État est là. Non, nous devons tous respecter les institutions. Merci beaucoup. Carton rouge au JICAM. Kassim. Le carton rouge était au JICAM? Oui, bien sûr. Oui, tous les milliardaires du JICAM là, tous les milliardaires d'abord, et tous ceux qui sont milliardaires dans le patronat camerounais et qui méprisent leurs employés, qui prolongent le même mépris sur les institutions. Voilà, JSK, je pense que vous avez eu beau à éviter le sujet, il est revenu. Il revient au galop. Je pense que ça témoigne de... C'était déjà en fait dans la poche de François le carton. Donc il avait juste anticipé dans la conversation et puis on y revient. Voilà, et je pense que c'est révélateur d'un dysfonctionnement ou alors d'un mal-être. Et je pense également que sur cette démarche, elle était indécente. Cette sortie-là, elle était indécente parce que nous avons là affaire à un représentant du gouvernement. C'est toujours le décret de chef de l'État qui jouit du mandat de la population qu'il a placé là. Aussi, on ne maîtrise pas l'agenda du ministre d'État qui a peut-être d'autres priorités. Peut-être qu'il était à la première institution de la République ou à la primature. Et il ne pouvait pas ne pas être là. S'il n'envoyait pas de représentants, qu'est-ce qu'on allait dire? Là, ça devait être considéré comme du mépris. Donc, à côté de cela, ces milliardaires il y a une autre problématique que François a relevée, c'est des milliardaires qui traitent mal les employés. Je pense également là que l'État a une responsabilité. L'État est essentiellement un régulateur. L'État doit s'assurer de ce que la coopération ou alors la collaboration entre employés et employeurs se fasse selon les règles de la... Sous d'autres cieux, il existe des jurisprudences qui se constituent en fort lobby contre ces employeurs-là qui traitent mal les employés. Donc je partage entièrement le carton, je pense qu'il est mérité. Et je le répète encore, nous sommes tous des obligés de l'État. Et alors, quelle est cette république-là où nous ne respectons pas... Cette expression-là, ça veut dire quoi exactement, obligé de l'État? Pour être plus clair. Pour être plus clair, c'est juste que nous sommes soumis aux lois. Aux lois. Au règlement. Et on se rappelle bien Jean-Jacques Rousseau, l'obéissance aux lois que l'on s'est prescrite est liberté. Donc comment vivre dans un milieu où on ne respecte pas les lois? Autant repartir à l'état de nature. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Nous devons la respecter. Audrey? Ouais.
Je suis tout à fait d'accord avec le carton de François. Et en même temps aussi, hier, on a fustigé les médias qui aiment encenser des problèmes, des petites scènes. Je me dis que c'est aussi le cas ici. On peut prendre, on peut déjà commencer par dire que peut-être le ministre en question était surchargé par son emploi de temps et il n'a pas pu peut-être se rendre à cette invitation-là. C'est pour ça qu'il a délégué son adjoint, qui est le ministre Momo. Je ne vois pas pourquoi ça a créé tout ce que ça a créé. Et la réaction des membres du GICAM, ça peut être justifié. Peut-être il s'agissait d'un sujet assez sensible et que seul le ministre pouvait apporter d'ample réponse. Mais néanmoins, le fait est fait. Pour moi, normalement, ça ne devrait pas être... ça ne devait pas faire le sujet d'un débat. Ça peut arriver. Et pour la deuxième problématique de François, je pense qu'on va prêcher dans le désert. On va toujours retrouver des patrons qui vont maltraiter leurs employés. On va toujours trouver des employés qui ont un salaire minable. Et surtout ici au Cameroun, parce qu'on n'arrive pas à mettre sur la balance le travail de l'employé et regarder à quoi on le rémunère, à combien. Les employeurs ne regardent pas souvent ça. Ils se disent, bon, comme il est dans le besoin, forcément en lui donnant une somme, n'importe quelle somme, il va la prendre parce qu'il est dans le besoin. On traite très mal, bon, pas tout le monde, certains employés sont très maltraités par leurs employeurs. On va parler de ça chaque jour, ça ne va jamais changer à mon humble avis parce que ce n'est pas régulé. Il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas régulés. Il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a des syndicats pour des femmes de ménage, je prends comme ça, pour des gardiens, pour... rien ne fonctionne, rien n'est bien tracé. Donc, on va toujours se retrouver avec des patrons qui traitent mal leurs employés. Mais peut-être c'est aussi l'occasion de leur dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être employeur. Peut-être demain, vous pouvez être employé. Si ce n'est pas vous, ça peut être vos enfants, ça peut être vos frères, vos sœurs. Et le traitement, forcément, ils payeront de vos erreurs. Donc, il faut vous raviser et bien traiter vos employés. Ambroise? Il y a un adage africain qui dit à quoi sert l'argent dans la poche d'un insensé. Ça, c'est le premier volet de mon argumentaire. Un artiste a repris ça. Un artiste avait repris. Et il y a une génération de milliardaires spontanés qui ne s'attendaient pas à une certaine gloire, surtout lorsqu'on est né et on a grandi dans des endroits où on ne lit pas les plus grands livres de civisme. Et puis, au bout de quelques temps, on ne sait pas quelle alchimie vous avez l'argent. Vous commencez à traiter, vous ouvrez des entreprises, vous commencez à traiter des gens comme des moindres rien. Pourtant, il y a certains de vos employés qui même ont un niveau plus élevé que vous, etc. Et vous affichez un comportement où vous simplifiez tout le monde. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas la valeur intrinsèque de vos employés. Déjà de celui de votre employé. Et cette catégorie de personnes, en réalité, je ne sais pas comment on devait les qualifier, comment on devait les présenter. Mais comme on a dit, Kassim parlait tout à l'heure, il faut que les uns et les autres savent que nous sommes régis autour d'une loi. On peut être milliardaire, on peut être ceci. Il faut qu'on sache qu'il y a une loi, on doit respecter cette loi. Nous sommes tous égaux sur la terre, personne ne dépasse l'autre. Parce qu'il y a dans l'imagerie populaire un langage qui dit que lorsque on meurt, on va laisser nos milliards, on va laisser nos maisons, nous serons tous à 2 mètres sur terre. Donc ça veut dire à partir de là, les uns et les autres doivent comprendre que nous sommes égaux sur la terre. Le deuxième volet de mon commentaire, parlant du GICAM, il faut dire que le GICAM, le ministre d'État, ministre de la Justice, a bel et bien accepté l'invitation du GICAM.
il n'a pas balayé du revers de la main l'invitation. Mais il s'est trouvé, il a voulu même être présent lui-même, mais il s'est trouvé qu'à la dernière minute, il a eu des obligations. Et c'est ces obligations-là qui l'ont poussé à mandater la deuxième personnalité de son ministère, de son département ministériel, aller le représenter au JICAM. Je ne sais pas pourquoi le patronat a refusé de recevoir le ministre, qui a refusé de recevoir l'État du Cameroun, mais ce qu'ils écrivent, c'est qu'ils ne veulent pas le ministre, Jean de Dieu Momo. C'est-à-dire, on dit, on ne veut pas Jean de Dieu Momo, on a besoin de Laurent Esso. Non, vous n'avez pas invité l'individu, vous avez invité l'institution. Et je pense que l'institution s'est déplacée vers vous. Il était donc de bon temps, dans vos traditionnelles rencontres avec les membres du gouvernement, vous devrez recevoir le ministre Jean de Dieu Momo. Toutes les questions que vous devrez poser au ministre d'État, Laurent Esso, devraient être posées au ministre Jean de Dieu Momo. Et il devait faire le rapport à sa hiérarchie, et ce rapport devait vous être soumis. À partir de là, on devait arranger la situation qui prévoyait au niveau du JICAM afin que les uns et les autres soient fixés. Mais grande a été la surprise lorsque le ministre a été conduit. Il a été même chassé tel un malpropre. On n'a pas compris pourquoi le JICAM, à travers le patronat, s'est comporté ainsi. Et moi, je pense que c'est un carton rouge que je partage. Et Ambroise, il faut dire que notre État est quand même quelque part lâche. Parce que des gens qui font tout pour flouer les impôts, qui ne payent pas grand-chose, qui ont tous les avantages, et qui sont les premiers, c'est-à-dire à fouler au pied l'honneur de l'État. Et vous allez même vous rendre compte, allez-y plus loin, Ambroise, pour vous rendre quand même compte que quand vous prenez ces patrons-là, qui sont ceux qui leur donnent les parts de marché dans les domaines dans lesquels ils investissent? Qui sont ceux qui créent, c'est-à-dire un environnement favorable? Qui sont ceux qui protègent leur richesse? Donc, on est dans une situation où vous comprenez donc que pendant qu'on fait élire des gens pour créer un environnement favorable au développement, il y a des financiers, c'est-à-dire qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui viennent imposer leurs lois et soumettre la République. On se retrouve dans une situation où vous avez des milliardaires qui pensent qu'ils sont devenus plus forts que l'État et qui peuvent maintenant soumettre l'État et par ricochet le peuple. Et on va donc faire en sorte qu'on crée les pénuries de gaz comme on veut, on crée des déficits d'un certain nombre de choses comme on veut, et on est les premiers qui viennent parler de la morale. Si le chef de l'État envoie un enfant de 5 ans le représenter, c'est l'État du Cameroun. Cet enfant mérite tous les égards qui accompagnent les égards de celui qui l'a mandaté. On va prendre un exemple simple. Il y a des obsèques officielles d'un président de la République en ce moment au Tchad. Il y a eu des présidents qui se sont déplacés. Mais le président de la République a déplacé son ministre délégué en charge de la Défense, qui le représente. Il est assis où le chef de l'État devait s'asseoir si jamais il partait. On ne va pas le refouler que monsieur, vous êtes un ministre, on voulait voir le président de la République. Il est reçu, vous avez vu les images qui circulent. Il n'est pas là en qualité de ministre. Il n'est pas là en qualité de ministre. Il est là en qualité du chef de l'État, du représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques. Donc je pense que le JICAM n'a pas joué franc jeu en réduisant le ministre Jean de Dieu Momo à cette dimension. Et c'est pour ça qu'il faut que nos milliardaires rentrent à l'école. C'est-à-dire, avec tout l'argent qu'ils ont là, ils doivent rentrer à l'école pour apprendre à se comporter en société. Parce que l'argent ne peut pas les dédouaner de tout. Encore qu'on connaît comment les uns et les autres, on peut connaître comment les uns et les autres ont fait pour se retrouver là, qui les ont fabriqués pour qu'ils soient même à la présidence ou alors à la tête du JICAM. On connaît, mais on va pas tout dire ici. Merci beaucoup pour ce carton. Si je peux dire, moi, c'est que le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne serais pas surpris que le ministre d'État, Laurent Esso, finalement aille à la rencontre du patronat. C'est ça, le Cameroun. Ce sera de la lâcheté. Ce n'est pas parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais malheureusement, la gestion d'un pays, c'est le réalisme, comme disait Idriss. Non, JSK, de ce côté, on ne peut pas se C'est beaucoup plus de... Non, j'ai dit que ça ne m'étonnerait pas. Je n'ai pas dit que j'annonce... Non, j'ai dit que ça ne m'étonnerait pas. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça ne m'étonnerait pas que le ministre d'État, Laurent Esso, finalement aille à la rencontre du patronat.
patronat Et du moi, JICAM. je dis que si le ministre d'État, Laurent Esso, va à la rencontre du patronat du JICAM, ça veut dire que ce pays n'est pas gouverné par le peuple. C'est-à-dire que ce pays, ce n'est pas le peuple qui dicte les lois, mais c'est un petit groupe de personnes tapis dans l'ombre avec des comptes bancaires enrichis et qui nous dictent des lois et qui nous disent comment est-ce que l'État doit marcher. Et si Laurent Esso se retrouve, le ministre d'État Laurent Esso se retrouve à Douala parce que c'est le JICAM, il faudra aussi un jour que les microbes imposent leur volonté et demandent à rencontrer le DGSN ou je ne sais pas, le MINDEF ou bien même le président de la République. Oui. Malheureusement, le Cameroun, c'est le Cameroun, ça ne m'étonnerait pas. Merci beaucoup, c'était le carton du jour. On ouvre dans un tout petit instant la revue des unes des journaux. Eh bien, donc, on nous signale que la revue des unes des journaux de ce jour ne sera pas livrée. Rendez-vous demain, lundi prochain, pour la revue des unes des journaux. Le temps pour nous, donc, d'aller très rapidement sur l'histoire du jour, si vous permettez, cher monsieur. Le Ndiapap avec Audrey Ngopom. Oui, c'est l'histoire d'un taximan. Il a précisé la manière que je dise qu'il est taximan. Il a donc fait la rencontre d'une jeune dame. Elle faisait la classe de terminale. Et c'était sa première année à Yaoundé parce qu'elle vivait du côté de Mbalmayo. Elle est donc venue finir son cursus secondaire à Yaoundé. Et en fin d'année, l'année dernière, elle a eu son baccalauréat. Cette année, elle est à l'université. Il faut dire que c'est le monsieur en question qui gère tout de cette fille. Qui a pris en charge la fille. Ils vivent ensemble, déjà, donc ils ont eu une relation, ils vivent ensemble, ils s'occupent d'elle. Maritalement. C'est pas bon. Alors, maritalement, il s'occupe de la fille. Lorsque la maman de la fille est malade, il envoie de l'argent, il fait tout pour la fille. Mais maintenant, il a un problème parce que la fille en question, elle cherche un emploi. Il s'est renseigné chez son patron parce que le taxi ne lui appartient pas. Il s'est renseigné chez son patron pour demander est-ce que sa copine peut de temps en temps venir faire laver la lessive. Voilà, venir faire la lessive les week-ends, ce que le monsieur a accepté. Mais maintenant, le problème, c'est que la jeune fille en question et le patron du gars ont une relation amoureuse qu'il a eu à découvrir il y a quelque temps. Il ne sait pas comment dire à la fille qu'il est au courant de cette relation et il est un peu perdu. Il se demande est-ce qu'il faut qu'il arrête de travailler pour le monsieur, est-ce qu'il faut qu'il aille voir son patron pour lui dire qu'il est au courant de la relation entre sa copine et lui et comment dire à sa copine qu'il est aussi au courant de la relation. Donc en fait il est dans ce remue-ménage là, il sait quoi faire. C'est lui qui ne sait pas comment informer à sa copine qu'il sait celle-ci aurait une relation avec son patron. Oui. C'est compliqué. Oh, vous avez la parole. Je n'ai pas dit que j'avais la parole. Je vous la donne. JSK, vous savez, j'aime ma philosophie à moi, ma philosophie personnelle. Vous allez peut-être, tout le monde sera contre moi sur ce plateau. C'est tout. Parce que j'avais interdit, c'est-à-dire que j'avais pris une décision. Moi, le travail des femmes, le travail, en réalité pour moi, un homme qui vit avec une femme ne devait pas permettre à celle-ci de travailler. Je vous ai dit que vous serez contre moi et je suis très sérieux quand je parle. Il faut bien préciser quand vous parlez de travail, vous voulez dire être employé. Être employé, c'est-à-dire travailler même quelque part. Quelque part. Parce que les femmes travaillent. Je dis que c'est ma philosophie. Oui. Attendez.
Elle peut travailler, elle peut s'auto-employer ou alors... Non, il veut dire être employé. Hein. Être employé, quelque part. Travailler vraiment, c'est... C'est-à-dire qu'être employé, c'est-à-dire qu'elle sort, je sors le matin. Elle va travailler pour Elle sort également le matin. Tout à fait. Et puis, je rentre le soir, elle rentre également le soir. Non, ça ne s'explique pas. Vous avez un problème avec une femme qui travaille ou alors une femme qui travaille pour quelqu'un. S'il vous plaît. C'est sa philosophie. Bon, en fait, je veux comprendre la philosophie. Qu'il explique donc bien. Je suis en train de dire ceci. Oui. Je suis en train de dire que moi, Ambroise, j'ai une philosophie qui est celle que la femme avec qui je vis, celle avec qui je peux vivre, ne doit pas travailler. D'accord, c'est bon. Employé. Voilà, ne peut pas être employé. Pourquoi je m'explique? Parce que c'est pour éviter ce qui s'est passé avec cette jeune dame. Parce qu'elle sort le matin au même titre que son mari. Peut-être, comme tu as parlé du week-end, elle vient laver. Du moment où celle-ci a déjà un peu d'argent, il y a soit le mépris qui s'installe au sein du foyer, parce que la femme estime qu'elle participe également aux charges de la maison. C'est-à-dire que l'homme perd son autorité. Si l'homme paye le courant et que la femme participe avec l'eau, c'est bien, mais la femme a tendance à penser que si elle participe à égalité aux charges de la maison, l'homme est déjà diminué et elle estime qu'elle peut déjà prendre le dessus. Et c'est ce qui arrive. Si ce n'est pas de ce côté, ça sera ce que tu viens d'expliquer. Les femmes ne peuvent pas faire du travail qu'elles sont allées faire et pas toujours contracter des relations. Et pour éviter donc beaucoup de choses, c'est-à-dire les maladies, l'AVC et comme ce que le monsieur est en train de vivre, je préfère souvent limiter les dégâts en permettant à celle avec qui je vis que laisse-moi aller chercher ça, à la maison. Votre philosophie. Je viens te donner pour que mon autorité d'homme ne soit pas bafouée. Voilà. Ça, c'est ma philosophie. Bon, brave qui travaille pour la femme. Oui, c'est-à-dire moi je travaille parce que, comme j'ai expliqué, c'est pour ça... J'ai envie de vous faire un salut militaire pour ça. Maintenant, poursuivez sur le cas actuel. Voilà, maintenant pour le cas... C'est un homme brave, il faut le préciser. Pour le cas actuel avec la femme, ça revient sur ce que je disais tantôt. Les femmes, on vous demande d'aller faire juste un petit travail, c'est-à-dire aller laver les habits, aller faire la lessive et rentrer à la maison, vous occuper de la personne avec qui vous vivez, même s'il est pauvre taximène, vous partez, vous ouvrez les yeux, et quand vous ouvrez les yeux, vous partez même séduire même le patron, parce que si on fouille même, la femme est allée même séduire, et l'homme ne peut pas laisser une nourriture qui du ciel est venue tomber dans sa bouche, il est obligé de consommer, et ça engendre ce que c'est engendré. Hein, monsieur, madame Ogré, ça engendre ce que c'est engendré. Maintenant, le taximan ne sait plus à quel sens se vouer. Il sait que sa petite amie contracte une relation avec son propre patron. Il est incapable de lui dire, j'ai envie de lui dire que mon ami est le coup de franche. C'est pas toi de cette fille, aller chercher une autre fille avec qui tu peux fonder ta vie parce que celle-ci n'est pas celle que Dieu t'a donnée. Ça, c'est ma petite idée. Oui, François. Ambroise, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas contre votre philosophie, mais peut-être qu'elle peut être améliorée autrement. Parce que vous savez que dans les questions divines, il y a un cycle, en fait, il y a un cercle fermé qui voudrait que, selon la volonté de Dieu, que l'homme s'occupe de sa femme, que la femme s'occupe des enfants, avec la certitude que les enfants vont s'occuper du père. Ça fait le cercle fermé. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que... avec sa philosophie? Avec une partie. Oui. C'est-à-dire que vous devez avoir votre femme à la maison pour prendre soin. Peut-être pas de vous, parce que quand c'est vous, ça peut paraître égoïste. C'est en termes d'ego, ça peut être un problème de complexe. Mais en réalité, de s'occuper des enfants. Et donc, si moi, en ce qui vous concerne, c'est... Moi, je peux autoriser que mon épouse travaille, mais le jour où elle tombe enceinte, elle fait 7 ans de congé de maternité. C'est-à-dire que du moment où l'enfant naît, jusqu'à 7 ans, elle va d'abord s'en occuper. J'ai envie de dire qu'heureusement que ce sont les hommes déjà mariés qui parlent. Oui, elle va d'abord s'en occuper jusqu'à ce que l'enfant, c'est-à-dire l'éducation de mon enfant, soit
achevé. Parce que je ne peux pas admettre qu'une ménagère ou, je ne sais pas, un employé à la maison vienne s'occuper de l'éducation de mon enfant, ni même un enseignant, parce que je ne sais pas ce qu'un enseignant va enseigner à mon enfant. Donc ça, c'est en ce qui concerne cette situation. Mais il y a un proverbe chez nous, les Bantous, qui dit que lorsque vous avez une femme et que vous faites l'erreur de la porter et de la mettre sur vos épaules, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher quelqu'un qui a la taille de ses épaules à elle. Or, ses épaules à elle se trouvent au-dessus de vos épaules. Donc, elle verra nécessairement le monde en fonction du prisme de ses épaules. Et à partir de ce moment-là, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et même ailleurs, on dit que les saints vont en enfer. Les bonnes intentions parfois conduisent en enfer. Le taximan avait peut-être la bonne intention d'occuper, de faire en sorte que sa copine soit occupée, mais malheureusement, l'endroit où celle-ci s'est retrouvée a fait en sorte qu'elle a enrichi ses occupations. Donc, maintenant qu'il est au courant de ce que sa copine sortirait ou sort avec son patron, il ne faut non plus qu'il perde son objectif de vue. On dit qu'un de perdu, 10 de retrouver. Vous perdez la copine, mais ne perdez pas votre boulot. Vous n'êtes pas encore marié, en tout cas. Oui, ne perdez pas votre boulot. Parce que moi, je dis toujours qu'il faut avoir la froideur nécessaire pour être capable de rester focalisé sur l'objectif. Si votre objectif, c'est de collecter un peu d'argent à partir d'un boulot pour demain pouvoir être autonome, je ne vois pas pourquoi, au nom d'une copine qui sortirait désormais avec votre patron, Dieu vous ayant ouvert les yeux, que cette femme ne vous convient pas. Oui. Pourquoi perdrez-vous votre boulot? Faites tout simplement comprendre à la fille que de toutes les façons, c'est avec bonté, c'est avec bon cœur. Quelqu'un nous disait hier qu'il y a un monsieur qui s'est marié à une femme qui allait la doter, et la femme, le moment venu, est allée en Europe. Elle a fait 20 ans là-bas. Et pendant qu'elle était, elle a eu un bon boulot, elle s'est enrichie et elle avait maintenant de nouveaux prétendants. Sauf que son mari, qui l'avait doté et qui est resté au Cameroun, n'avait pas suffisamment avancé dans la vie. Et la dame l'appelle pour lui dire, écoute, bon, maintenant moi je suis en Europe, je vais te rembourser ta dot, tu me dis combien ça a fait. Et le monsieur de lui répondre, à l'époque où je t'ai doté, j'étais amoureuse de toi. J'étais amoureux de toi. C'était le symbole de l'amour que j'avais vis-à-vis. Ce n'était pas un prêt. Oui, ce n'était pas un prêt. Donc vraiment, si tu veux te marier, je te souhaite bonne chance. Oui. Et la dame, en faisant son examen de conscience, s'est ravisée et a maintenu son mari. Donc je dis, arrêtons de gaspiller notre vie à cause des femmes, surtout des copines. Surtout des copines. Kassim. Il ne faut pas mettre les organes. Oui, JSK. Je vais commencer par rappeler une phrase que François aime beaucoup. Une extrême pauvreté nuit gravement à l'exercice de la vertu. Je voudrais faire remarquer ici qu'il y a une certaine catégorie d'hommes qui s'attellent à ce jeu dangereux qui est de piquer, hein, il faut le dire ainsi, parce que c'est le thème, de piquer les copines ou les femmes des gens. Bon, visiblement, on me dit que c'est un fantasme. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a de... Il y a une expression africaine où il faut rien taper d'eau. Je crois que c'est taper d'eau. C'est taper d'eau, Audrey. Et toute une chanson. Voilà, donc, et de plus en plus, ce qui est fort regrettable aussi d'ailleurs, c'est que ces femmes-là, elles acceptent. On questionne donc ici la morale. Bon, il y en a aussi qui sont juste légères, hein, parce qu'il faut aussi le dire. Mais en réalité... Est-ce que toutes les femmes ne sont pas légères à la fin et que c'est juste les circonstances qui ne sont pas parfois favorables? Est-ce que tous les hommes sont des voleurs et que c'est des circonstances? Parce que mon père me disait que si vous laissez votre porte ouverte, hein, vous ne la fermez pas, vous incitez au vol parce que même un passant peut devenir subitement un voleur de circonstances. Alors, si vous exposez l'argent,
n'est-ce pas? Vous pouvez amener quelqu'un qui est vertueux à voler, à prendre. Donc il y a quand même des mesures, il y a des circonstances qu'il faut, dans lesquelles il ne faut pas laisser la femme, comme il disait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la femme tomber dans un certain environnement parce que la femme peut être vulnérable. On a vu dans, oui, je vais vous la donner, on l'a vu dans le jardin d'Éden, la première personne à être trompée, c'était la femme. Donc est-ce que finalement toutes les femmes ne sont pas vulnérables? C'est une question rhétorique, vous pouvez poursuivre. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que très souvent, c'est la précarité qui fait en sorte que ces femmes-là deviennent une proie facile pour ce type d'hommes qui sont des patrons. La pauvreté. Voilà, c'est la pauvreté. Bon, maintenant, moi je pense que dans cette affaire, tous coupables. Je commence d'abord par le taximan. On aime à dire que on ne peut pas demander à un chien d'apporter de l'eau à un autre. Qu'est-ce que le patron devrait comprendre quand vous envoyez votre femme aller travailler chez le monsieur? Mais vous avez une structure. C'est pour gagner de l'argent, non? C'est pour gagner de l'argent. C'est le travail. Oui. Vous avez opté pour le travail de la femme. Oui, ça c'est la bonne interprétation. Voilà. Mais il existe cette interprétation farfelue ou perverse de ce geste-là. Le patron, il a fait une corruption morale à la dame du fait de l'argent. C'est-à-dire que le patron, naturellement, il peut mieux s'occuper de la dame que l'employé et il peut également offrir mieux. La dame également qui manque d'éthique, qui manque de morale. Elle n'était même pas amoureuse du taxi. Voilà, on vous sort de la gadoue, on vous offre un petit job parce que c'est le cas et bon, ce faisant, vous avez bénéficié des avantages des services. Bon, moi je pense que le monsieur, compte tenu de la situation, du contexte qui est le nôtre, où le travail est un peu difficile, je vais juste préconiser, 1, le silence, 2, la transcendance. Voilà. Eh bien, on n'y est pas encore sur les propositions, mais je voudrais quand même qu'on analyse à fond cette situation, notamment sur la fébrilité ou pas de la femme dans certaines circonstances. Parce que cette histoire pose quand même le problème, pour ainsi dire, du travail de la femme, comme l'a si bien situé Ambroise Awono. Et moi, je voudrais apporter un petit raisonnement. À la vérité, lorsque vous regardez le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, la femme n'était pas destinée à ce type de choses dans le plan de Dieu. Dieu dit à la femme que à cause du péché, tu vas enfanter avec douleur. Et il ajoute ceci, tous vos désirs, tous tes désirs se tourneront vers qui? Vers l'homme. Tous tes désirs vont se tourner vers l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, c'est à l'homme de s'occuper de la femme. Ces désirs, ça peut être des désirs quoi? Désir de se vêtir, désir de manger, désir de procréer, désir d'épanouissement. Ça se tourne vers l'homme. L'homme a une mission désormais. Et il dit à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front. La sueur de ton front, c'est le travail, en vérité. C'est le boulot, c'est le travail. L'homme est appelé à travailler. Et dans certaines sociétés, les femmes sont à la maison. Elles ont compris cela. Les femmes sont à la maison. Et les hommes travaillent dur. Et pour oser prendre une femme, il faut être un vrai homme. C'est-à-dire, il faut prouver que tu es un vrai homme. Ça veut dire que tu es capable de travailler et de t'occuper de la famille. Alors, la femme, à cause de la dureté de la vie, s'est retrouvée à être exposée à la société. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a des tentations auxquelles aucune femme ne peut résister. Donc, il ne vaut mieux ne pas l'exposer, la femme, à ce genre de tentation. Comme celle, par exemple, de la sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité sociale, ainsi de suite. Lorsque vous vous retrouvez devant un homme qui, tout de suite, là, vous présente la sécurité, il a les moyens, ainsi de suite. Il est difficile à la femme de résister à ce genre de tentation. Donc, il ne faut même pas exposer cette femme à cela. Et donc, je crois que la question du travail de la femme est une question sur laquelle il faut bien travailler. Mais malheureusement, on est arrivé à ça. Qu'est-ce qu'on fait donc?
Il faut donc doubler de vigilance. Il faut donc doubler d'encadrement de la femme. La femme doit être encadrée. Si vous êtes un homme et que votre femme travaille, il faut l'encadrer dans ce travail-là. Ne la laissez pas. Ne vous dites pas que c'est une grande femme, elle a bien élevé, elle a été bien formée, elle a été à l'université, elle peut comprendre les enjeux. Non, une femme reste une femme. Même si elle a un baccalauréat plus 5, même si elle a un doctorat, même si elle gagne des millions dans un service public, l'homme, le monsieur qui l'accompagne dans sa vie, a l'obligation de l'encadrer, de la contrôler. Parfois, on trouve que les hommes font un peu trop quand ils viennent garer leur voiture à l'entrée des services de la femme pour la rechercher après. Hein, pourtant, elles pouvaient elles-mêmes prendre un taxi. Ils ne font pas trop. Ils encadrent leur femme. Parce que, justement, entre le taxi, entre le bureau et le bas de l'étage, n'est-ce pas? Et entre le bas de l'étage et le taxi, la femme peut être ébranlée à tout moment. Oui. Audrey n'a pas encore... On revient à vous pour le dernier tour. Hein, laissez Audrey. Je voudrais surtout, parce que vous vouliez dire quelque chose sur la prise de parole d'Ambroise Arona. C'est parce que vous encouragez là, en fait. La femme, elle est fragile, il ne faut pas tenter, il faut pas. Ça, c'est la prostitution, je suis désolée. On n'encourage pas ça. Ça veut dire que la femme, c'est une personne d'instable, si je peux dire comme ça. Aujourd'hui, vous savez quelqu'un qui a 10 000. Demain, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui a 15 000, vous laissez la personne qui a 10 000. Et après, demain, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a 20 000, d'aussitôt vous abandonnez la personne qui a 15 000, vous embrassez la personne qui a 20 000. Après, quand vous tombez sur la personne qui a 30 000, maintenant... Non, attendez. Manque de dignité, de moralité. Il faut avoir de la personnalité. C'est ça. Voilà donc une fille, bon... Son gars est taximan, il travaille pour quelqu'un, on lui demande d'aller faire la lessive là-bas chaque week-end. Elle estime qu'elle peut faire plus que la lessive, elle a d'autres services à proposer et ça donne ce que ça donne. En fait, pour moi, le taximan n'a rien fait. Elle n'estime pas, elle est tentée. Tentée par quoi? Ben, tout le monde peut être tenté. Elle ne prie pas. Le mal, c'est une tentation. C'est quoi la prière? Comment? Tout le monde rencontre des tentations dans la vie. Non, attendez. Même son mari peut être tenté aussi. C'est quoi même d'abord la Vous prière? arrivez, C'est quoi la prière? vous travaillez sur un homme tous les jours, vous le voyez tous les jours. C'est quoi la prière? Audrey, vous voyez un homme tous les jours, vous le travaillez pour lui tous les matins, vous le voyez, tous les soirs, vous le voyez, à chaque minute, il est devant vous. Jessica, pourquoi tu dis on entretient pour une relation amoureuse? Non, on n'est pas tenté. Non, je vous pose ici. Parce que nous ne sommes pas tentés. Il n'y a pas eu de tentation. Pas tenté. Mais ça n'empêche que... La femme peut avoir été tentée et elle est tombée dans la tentation. Moi, je ne pense pas qu'elle est prostituée à la base. On ne peut pas conclure qu'elle est prostituée à la base. Mais elle est tout comme elle est. Elle est vulnérable. Elle est vulnérable. Elle est faible. C'est ce que lui venu dire. Conclusion, non. Conclusion, toutes les femmes sont... Non, oui, c'est pas ce qu'on... On peut même dire oui. Dans la catégorisation sociale, à l'ONU, on sait que les femmes, les jeunes sont dans les catégories des personnes vulnérables qu'il faut encadrer. Il faut que les filles, parce qu'il y a femmes et filles, il faut que les filles apprennent à supporter la galère. Non, même les femmes. Pas la galère. Même les femmes. On ne supporte pas la galère. Il faut qu'elles apprennent à supporter. La vie, c'est un choix. Non. C'est-à-dire qu'elle était libre d'accepter le taximan et ou de le... Il y a des endroits où vous n'avez pas la liberté. Bon, on est d'accord. Oui, poursuivez. Allez-y un peu jusqu'au bout. Je vous dis, soit cette fille est opportuniste, c'est-à-dire que, de un, elle s'est d'abord mise avec ce monsieur-là pour... de l'argent, parce qu'il faut le dire, il s'occupe d'elle, il paye sa scolarité, lorsque son maman est malade, d'intention qu'on fait à cette jeune dame. Ce n'est pas un procès d'intention. C'est pas parce qu'elle est tombée dans la tentation que vous allez supposer qu'elle est devenue une fille sérieuse, JSK. C'est quoi une fille sérieuse? Je vous dis, une fille sérieuse, c'est celle-là qui ne succombe pas aux tentations. Ah bon, il y a quelqu'un qui ne succombe pas à la tentation? Oui et oui. Qui? Je vous le dis, moi. Non, moi, je vous le dis. Vous savez, une femme intelligente. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Une femme intelligente aurait pu aller voir son gars pour lui dire que là où tu m'as amené là, je ne me sens pas à l'aise là-bas. Parce que ton patron... Je vais vous dire quelque chose. C'est la sagesse. Oui, c'est la sagesse. Voilà. Lorsqu'un homme veut draguer une femme... Est-ce que la femme est donc sage? Lorsqu'un homme veut draguer une femme, elle le sait toujours. Elle le sait. Prenez 10 ans avant de le faire. Le jour où vous viendrez, elle vous dira, je t'ai vu venir depuis. C'est-à-dire que elle a la capacité de lire le monsieur avant qu'il n'arrive même
à lui dire quelque chose. Et si ça lui plaît? Justement, c'est donc elle le problème. Ça ne lui, Ça veut dire, non, ça non, ne non, lui non, plaît non. forcément C'est pas. elle le problème. Jessica, ça ne lui plaît Ce que- forcément pas. Ce que vous êtes en Ce train qu'il de faut vouloir dire, dire, Audrey. c'est comme si elle se met avec le monsieur parce qu'elle manque de quelque chose. non, Il lui manque des finances. Non, c'est qu'il il faut faut qu'elle rendre- se mette. Audrey, non, il faut il y a rentrer le à la salaire. source. Non, non, attendez, je m'explique. Il y a le salaire de son copain. Il y a son propre salaire parce qu'elle lave les vêtements. Donc, c'est pas un problème d'argent. Si. Cette fille, non, c'est Si. pas un problème d'argent. Si. Elle est frivole. Non, elle c'est ne l'est tout. pas. Elle Ça ne l'est pas. Non. Elle non. n'a pas couché avec le Qu'est-ce qui patron explique? avant de bosser pour le patron. Donc, elle n'est pas frivole. Justement, vous avez donc un salaire. Qu'est-ce qui vous donne Quel salaire? Quelle obligation? C'est ce que. Bon, en sortant avec le monsieur, ça résout tous ces problèmes. Non, c'est un commencement de résolution de problèmes. Non, il faut C'est ce que arrêter ça. Kassim a. Non. Puisque maintenant, il faut qu'on rentre à l'origine des choses. Ce que Kassim a dit a encore tout ce pesant d'or. Et c'est ce que Saint-Augustin a dit. Quand quelqu'un est excessivement pauvre, vous ne pouvez pas parler de vertu. Quoi, c'est ce qu'on appelle Même la loi qui se veut objective ne condamne pas les gens qui volent en situation de nécessité. C'est-à-dire que quand On vous parle avez souvent dans la loi des circonstances, atténuantes. Pourquoi la loi introduit des circonstances atténuantes alors qu'on est dans un vol? Parce que quand elle analyse l'environnement, elle se rend compte que la maman est dans une situation de nécessité qui fait en sorte qu'elle doit nécessairement voler pour nourrir son enfant. Ou bien vous aviez suffisamment faim et il est établi que si vous ne mangiez pas dans un restaurant, à l'immédiat, vous seriez mort. Jessica, qu'est-ce qu'on appelle pauvreté? Qu'est-ce qu'on appelle la pauvreté? Jessica, par rapport à ce que vous disiez. Non, tout à attendez, l'heure. François, je vais vous couper, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on appelle pauvreté? On va encore Est-ce aller que vous, ailleurs. non, est-ce que Dans vous savez, beaucoup ça de ne choses. s'explique pas parce que cette fille, elle n'est pas pauvre. Elle n'est pas C'est pauvre. quoi la Elle n'est pas pauvreté alors, pauvre. selon vous? Je vais vous expliquer. La pauvreté dépend d'où vous vous trouvez. Vous savez, vous pouvez partir dans votre village, vous, Ambroise. Oui. On vous dit que, voilà, Audrey, c'est la plus riche du village. Mais pour vous, elle est misérable. Est-ce que vous le savez? Non, mais dites-nous pour les, clairement, c'est pour quoi la les pauvres, pauvreté? non. La pauvreté, elle est mentale. La pauvreté n'est pas financière. Je suis désolée. Cette fille, justement, elle est même pauvre. Elle est pauvre mentalement. Mais d'où vient donc la pauvreté mentale? Eh bien, C'est de ça que... Non, moi, j'avais pas encore parlé. Oui, oui, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez. Oui, allez-y. Que Audrey, il faut rentrer souvent à l'origine. C'est pas par rapport à toi, c'est de façon générale, j'interpelle les femmes. Et je le redis encore, quelqu'un a dit que l'arbre ne peut se lancer à la conquête du soleil qu'en restant fermement attaché à ses racines. Une fois que vous n'avez pas lu le mythe de la création, qui part du premier jour au 6e jour, vous aurez toujours un problème de prisme, d'analyse. Parce que ce qui se passe au 6e jour, c'est que effectivement l'homme, Adam est créé le premier, mais Ève est une copie revisitée de Adam. Et je l'ai toujours demandé ici sur le plateau. Si on prend un téléphone 3310, je ne sais pas, Nokia 3310, on dépose. On prend un Galaxy S20, on dépose. Vous prenez lequel des deux téléphones? Beaucoup de gens de cette époque-ci iraient au Galaxy S20. Et pourtant, quand vous avez les deux téléphones en main, si les deux tombent, vous verrez qu'il y aura plus de dégâts sur le Galaxy S20 que sur le 3310. Donc, et c'est ça la femme. Plus elle est développée en termes de création, plus elle est fragile. Voilà pourquoi Dieu demande à l'homme de veiller sur la femme. C'est du fait de sa fragilité. Et voilà pourquoi les institutions internationales vont estimer que la femme est vulnérable. Parce qu'elle est fragile. Et quand on emballe le verre, c'est différent quand on emballe les pierres. Parce que quand on emballe les pierres, le verre, on met sur le carton, attention, cassable. Je sais, on met une notice qui vous signale que le truc qui est emballé là est fragile. Donc, l'homme, on lui donne la responsabilité du travail. Parce que lui, il y a la force et effectivement, il y a la vision. La femme est le spécialiste du détail sur le plan divin. C'est pour ça qu'Audrey a dit que quand un homme va commencer à draguer une femme, elle te voit venir à des kilomètres. Quand le papa rentre à la maison, la grand-mère regarde
Elle dit, oh, tu es suspect. L'autre, oh, tu es suspect là. Elle n'était pas avec lui dehors, mais elle peut savoir qu'il y a quelque chose. Donc la femme est spécialiste des détails. On prend cet espace-là, on donne à JSK, on donne à Audrey. JSK va dire, bon, quand j'aurai mon premier marché public, on va me payer 10 millions, je vais équiper partout ici. Mais Audrey va entrer ici chaque jour avec une tasse. Et à moins d'un mois, ce sera déjà équipé. Donc c'était pour dire, pour finir, que nous comprenons, mais ce que Kassim a dit reste. Cette fille, une excessive pauvreté est nuisible à l'exercice de la vertu. Et peut-être que l'éducation aujourd'hui était ce qui était susceptible de mettre les hommes au même pied d'égalité. Mais malheureusement, quand l'éducation varie, la morale elle-même varie. Et ce qui va avec, va avec. Jessica, je voulais dire que lorsque je parle de... Vous précisez à vous, Audrey, je vous préciser qu'en réalité, peut-être vous m'avez mal compris, il ne s'agit pas d'encourager ce qui est fait par la femme. On analyse pour essayer de comprendre un peu les circonstances qui peuvent pousser une femme à ça. Ce n'est pas pour la dédouaner. Donc, c'est une action c'est une trahison, c'est une traîtrise, il faut le dire ainsi. L'homme est coupable. Mais si l'homme avait mieux encadré cette femme, parce que je vous dis, et que la femme se laisse encadrer aussi, parce que je dirais sur les femmes, quand elles commencent à travailler, dès qu'elle a ses diplômes, alors elle ne veut pas être encadrée. Elle, même son mari n'a plus beaucoup d'emprise sur elle. Elle se déchaîne. Et quand elle se déchaîne, elle est de plus en plus vulnérable. Elle ne le sait pas. Elle est de plus en plus vulnérable. Vous êtes l'homme, la femme est forte quand il y a un homme, n'est-ce pas, qui l'encadre et qui lui tient la main. Et je dis aux hommes, ne cessez jamais d'encadrer vos femmes, quel que soit leur diplôme. Il faut toujours être derrière pour les encadrer et les recadrer. Elles sont comme des petits-enfants qui tout le temps vont aller à gauche, vont trébucher, et ainsi de suite. Il faut toujours être là pour la relever et la recadrer et intégrer qu'elle peut faiblir à tout moment. Donc, il faut être là pour la soutenir. Ambroise a dit tout à l'heure que lorsqu'une femme, pour lui, lorsqu'une femme elle travaille, ça peut causer des problèmes dans la maison, il peut perdre son autorité et tout. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas autoritaire. Oui, vous n'êtes pas autoritaire. Il y a des exemples. Il y a des femmes qui sont ministres, il y a des femmes ambassadeurs, mais vous n'allez pas arriver chez elle, trouver qu'elle est en train de commander son époux, lui dire comment il doit s'asseoir, comment marcher, comment faire X, Y. Si vous n'êtes pas autoritaire, vous n'êtes pas autoritaire. Ok, c'est la précision que vous vouliez faire. Oui, et je voulais revenir. On va sortir avec Kassim. Oui. Pour vous montrer que cette fille, elle est de mauvaise foi, pas vulnérable, il y a des filles qui ne manquent de rien. C'est-à-dire qui ont des parents bien placés, qui ont même un copain, qui ont des... Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas la famille qui vous rend... Vous avez parlé de la pauvreté tout à l'heure. Oui. Il y a donc des filles qui ont tout ça. Mais vous allez la voir, elle va quitter le gars avec qui elle est pour aller chez quelqu'un de plus riche parce qu'il a peut-être une voiture de 2020. Non, vous avez parlé de pauvreté. Cette fille est pauvre. Avec quoi? C'est la mentalité des filles. Vous voyez une fille normale, je ne sais pas, une fille qui a tout allé faire la lessive chez elle, monsieur. Non, on a toujours le gros cœur. Non, on ne se contente pas de ce qu'on a. À peine vous êtes à la 8e étape, vous voyez dans la 15e étape. Dès que vous êtes à la 15e étape, vous êtes dans la 30e. Ce n'est pas humain. La prospérité est humaine. L'amour pour la gloire tue. L'amour, ce n'est pas l'amour pour la gloire, c'est la prospérité. Tout le monde veut s'élever. C'est pour ça qu'on parle d'élévation. Non, de quelle manière vous questionnons voulez vous la élever? manière. Okay. Non. Mais tout le monde... Merci. Moi, je peux dire à ce gars, moi, le conseil que moi je peux lui donner, j'étais là dehors, elle pas rester avec votre patron. Non, il faut la respecter. J'étais là dehors, elle pas rester avec son patron. Il faut parler des êtres humains avec circonspection. François, laissons-la conclure. Oui, il faut que je vous demande qu'elle est dehors. Alors, il y a un élément dans cette histoire, il y a un élément qu'on ne souligne pas très bien, c'est que les deux ne sont pas mariés. Ils ne sont pas officiellement mariés. Lorsque vous prenez une femme et vous mettez chez vous pendant des années, sans jamais aller toquer à la porte, sans jamais doter, quelle assurance vous lui donnez pour qu'elle puisse être forte devant une tentation? Non, ça, écoutez, vous êtes marié, vous êtes avec une femme, vous vivez maritalement, vous ne l'avez jamais notée, elle n'est là que peut-être à cause de quelques biens que vous lui apportez, mais elle n'a aucune sécurité, rien qui lui dise que
quelle est l'épouse. Est-ce qu'il y a les femmes mariées qui trompent leurs époux? Ce n'est pas une raison, ce n'est pas C'est un une élément raison. important parce qu'il Ce faut, n'est pas on sort des leçons une d'ici, raison. Audrey. Il faut que les hommes sachent que quand vous faites le viens, on reste, ainsi de suite. Vous faites le viens, on reste avec une femme. Le mariage, Vous c'est vous croyez gratuitement. intelligent, hein? Mais croyez-moi, cette femme ne mettra pas tous ses œufs dans un seul panier. Vous faites le viens, on reste. Elle est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous n'avez jamais toqué à la porte. Hein? En réalité, Elle vit chez vous. En réalité, je ne voudrais pas prendre cet aspect des choses. Moi, je voulais dire à Ogré que si on fouille cette histoire de fond en comble, la femme a passé le temps à agacer ce pauvre, entre guillemets, taximan de lui trouver un emploi. Parce que les femmes regardent beaucoup les séries de novellas et là-bas, les femmes parlent aux hommes avec autoritarisme. Les femmes parlent aux hommes, c'est-à-dire c'est l'égalité des sexes. Vous voyez, on parle même déjà ça en Afrique. Dès qu'on célèbre la journée internationale du 8 mars, on parle d'égalité des sexes, la parité homme-femme, machin, truc. Nous sommes en Afrique. Et les femmes, cette femme a dû agacer ce monsieur en lui disant que je veux travailler. Je veux travailler. Parce que l'argent que tu travailles d'abord en tant que taximan ne nous permet pas de résoudre nos problèmes. Il faut que je fasse quelque chose pour compléter. Et lorsque mes copines travaillent, etc. C'est la somme de tout ça. Le monsieur donc allait trouver un endroit où elle lavait les habits. Je ne sais pas combien on lui donne là-bas. Je suis sûr, laver les habits, je ne suis pas sûr que tu as même 50 000. Mais cette femme cherchait l'échapper pour quitter ce monsieur. Elle ne voulait plus rester avec ce monsieur. C'est pour ça qu'elle a trouvé un moyen de s'échapper aussi facilement. Et je vous dis que si on fouille encore cette affaire, la femme, c'est même la femme qui a même séduit le patron. Pour que celui-ci tombe amoureux et qu'elle puisse bénéficier. C'est de ça qu'on est en train de parler. Peut-être cherchait-elle finalement le moyen de se libérer de ce carcan. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais bien sûr, c'est dans un vient, on reste. Selon elle. Vous n'êtes pas marié. Ça vous donne quel plaisir, oui. Kassim. On va sortir avec vous. Oui, JSK, je pense que déjà, il convient de dire ici qu'une relation amoureuse ou alors une relation de couple, ce n'est pas un appel d'offres où vous partez chez le plus offrant. Donc je pense que ces femmes-là qui vont vers des hommes parce que tel peut te donner plus, vous allez tout le temps changer et toujours ce problème d'assurance ou de garantie va toujours se poser. Je profite pour faire un clin d'œil à nos élèves de seconde parce que voyez-vous, JSK, du moins à mon temps en seconde, on avait un livre-programme qui s'appelait Madame Bovary. Première. C'était première, C'était ça. en première, ok. Première, donc de Gustave Flaubert. Et le bovarisme, au fil du temps, est devenu un concept. Donc Madame Bovary. C'est devenu le bovaritisme. Toujours les ouvrages français étudiés minutieusement par des jeunes Africains, oui. Merci JSK pour la précision. Oui, je m'intéresse ici au caractère. Oui, bien sûr, non, je suis d'accord. Engagé de cette affaire. Voilà. Et donc le bovarisme, finalement, c'était quoi? C'était un état d'insatisfaction continue qui arrivait chez la femme. Je rappelle qu'il s'agissait là d'Emma Rawls, une femme qui était issue d'une famille riche, mais qui rêvait de voyage et d'une vie trépidante. Sauf qu'elle a épousé un jeune homme qui n'était qu'un simple officier de santé. C'était Charles Bovary. Sauf que ce monsieur ne pouvait pas lui offrir une vie... la vie dont elle avait rêvé. Dont elle avait rêvé. Donc très vite, elle a sombré dans la monotonie et une vie routinière parce qu'il faisait ce qu'il peut. Donc ils ont été invités au bal, un bal d'Aubervilliers où elle a entrevu la vie dont elle rêvait. Après, au sortir de ce bal, elle est donc rentrée dans un état de dépression. Parce qu'elle voyait, elle vivait de cette vie-là de princesse, etc., etc. Donc, cela a poussé Emma Rawls à quitter le bourg
le bourg de Tost pour s'installer à Yonville. Et donc à Yonville, elle rencontre des notables, donc des propriétaires de châteaux, des notaires et un célèbre pharmacien progressiste, Homais. Et au final, au final, tous ses amants, parce que elle était convoitée. Et ces amants finissaient par s'enlacer à cause de son sentimentalisme exacerbé, de ses rêves de vie luxueuse, bien qu'ils avaient de l'argent. Donc, c'est-à-dire que quoi, même ces hommes qui sont riches ne veulent pas de ce genre de femmes. Donc, il faut bien que... Et je pense que le fait d'avoir introduit, au-delà du fait que c'est un livre français, mais il faut bien comprendre le message. Et c'est très bien d'avoir introduit ça au lycée, donc, parce qu'on sait que voilà, pro-bachelier, c'est la transition, c'est vraiment une étape importante. Donc, et en première. Donc, si les femmes volent de personne en personne à la recherche, c'est vrai que l'homme est mu par la recherche de l'amélioration des conditions de vie. C'est un problème parce que vous ne réglez pas, vous ne réglez pas le problème de fond. Qui va venir épouser celles qu'elles ont déjà ruinées. Et au final, ça fait désordre. Ok, merci beaucoup. En tout cas, de toutes les façons. Ça veut dire que, pour résumer, la femme est éternelle insatisfaite. De toutes les façons, dans cette histoire. De toutes les façons. C'est ça, ce que dit le livre. De toutes les façons, s'il vous plaît, de toutes les façons, dans cette histoire. Et que la femme ne peut pas avoir tout ce qu'elle a rêvé. Je pense, Ambroise, que nous avons suffisamment épilogué sur cette histoire. Chacun peut en tirer ses leçons. Et on espère qu'on aura aidé cette jeune dame et ce monsieur à mieux réfléchir sur leur situation. C'est la fin du Japap. Dans un instant, le focus, nous allons en Djamena. Retour sur cette plateforme, c'est les influenceurs qui poursuivent donc leur talk show sur les faits d'actualité. Et l'actualité ce jour est marquée en Afrique par les obsèques du maréchal Idriss. En l'occurrence, le président de la France. Nous avons en ligne Clément Oyer. C'est une dernière publication du magazine international Action d'Afrique. Il est en ligne. Il est également auteur d'un ouvrage intitulé Idriss Déby Itno, hacker vaillant. On le retrouve grâce à la réalisation, si vous le voulez bien. On pourrait déjà nous présenter quelques images de la place des obsèques à N'Djamena. Monsieur Clément Oyer, est-ce qu'il est en ligne? Bonjour.
vous avez retiré un tout petit peu pour répondre à nos questions. Dites-nous, que se passe-t-il à cet instant même au lieu des obsèques à N'Djamena? Solaire, merci de me donner la parole alors que le peuple tchadien tout entier est consterné par le décès de son Excellence le maréchal Idriss Déby Itno. Mais pour votre information, le livre À cœur vaillant est le tout premier que j'ai publié sur le maréchal Idriss Déby Itno. C'était en 2018. Le deuxième livre est intitulé Qui est Idriss Déby Itno, et le livre sur lequel nous travaillons est intitulé Idriss Déby Itno à l'heure de la patrie reconnaissante. Eh bien, je crois que cette correspondance a quelques difficultés. Eh bien, vous nous parliez donc de vos ouvrages. Clément Oyer, si vous êtes à l'écoute, alors c'est donc le maréchal Idriss Déby est donc quelqu'un que vous avez fréquenté. Dans un de vos hommages, vous nous disiez que vous l'avez rencontré 57 fois. Alors, qu'est-ce qui caractérise votre relation avec le maréchal Idriss Déby? La relation que nous avons eue avec le défunt maréchal Idriss Déby Itno est une relation de biographe à personnalité. Donc le maréchal, j'ai fait sa rencontre pour la toute première fois en 2018. Il faut dire, Jean Solaire, que écrire un ouvrage sur un président de la République, de surcroît en exercice, est loin d'être une sinécure et encore moins une partie de plaisir. Le projet éditorial peut être en soi particulièrement fastidieux, mais ces difficultés ne sont généralement rien comparées aux aléas extra-artistiques qui viennent bien souvent le phagocyter. En effet, le livre consacré à une personnalité politique de premier plan est presque toujours frappé du sceau implacable de la suspicion, même lorsqu'il est loin d'être un bon cru sociopolitique, selon la formule généralement consacrée par les soi-disant puristes. Il est inéluctablement et insidieusement décortiqué, apprécié, étiqueté et politisé selon son contenu, de bonne ou de mauvaise foi, selon sa posture du moment. Le lecteur qu'il aura sous les yeux portera un jugement de valeur complètement en harmonie avec ses propres convictions. Eh bien, alors, vous avez écrit des ouvrages sur le maréchal Idriss Déby. En attendant qu'on revienne peut-être sur les obsèques, dites-nous, qui était donc le maréchal Idriss Déby, à qui le monde entier, pour ainsi dire, rend hommage aujourd'hui? Qui était-il? Son dernier souffle apparaissait de plus en plus comme l'homme qui était en train d'entrer dans le du nouveau guide du continent noir. C'est du moins ce qui s'est dégagé de l'ensemble de l'actualité sociopolitique africaine. On n'a pas le retour dans ce studio. Est-ce que nous sommes toujours avec Patrick Clément Oyer? Jusqu'à il y a encore quelques jours. De cette décennie, Jean Solaire, vous savez que... Alors, on a du mal à mener cet entretien. Est-ce que nous avons un bon retour? Qui était le maréchal Idriss Déby Itno? Patrick Clément Oyer, est-ce que c'est possible que nous ayons cette réponse? C'est lui qui est en hommage aujourd'hui à la faveur de ses obsèques. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce que vous savez de lui, vous qui avez écrit de nombreux ouvrages sur lui? Idriss Déby Itno, avant de rendre son dernier souffle, apparaissait de plus en plus comme l'homme qui était en train d'endosser le costume du nouveau guide du continent noir. C'est du moins ce qui s'est dégagé de l'ensemble de l'actualité sociopolitique africaine au sujet de cet homme à la dimension supranationale qui présidait aux destinées du Tchad jusqu'à il y a encore quelques jours. De cette décennie, Jean Solaire, vous savez que Idriss Déby Itno était le défenseur du Sahel. Était celui-là qui s'acharnait contre toute forme de terrorisme
De ce fait, jouissait-il de la sympathie du peuple tchadien, de la classe politique, de l'armée? Est-ce qu'il était aimé au Tchad? Idriss Déby, non, vous pouvez le voir aujourd'hui à travers les différentes déclarations dans les médias publics, privés et les réseaux sociaux, était un homme incompris. C'était un homme seul. C'est pourquoi il est parti de cette façon-là. Autrement dit, dans le cadre de la démocratie et du développement, Idriss Déby Itno s'en va alors qu'il a plébiscité le Tchad parmi les pays dont la stabilité économique était en très très bonne voie. Idriss Déby Itno s'en va alors que le projet de la toute première usine pharmaceutique d'Njamena devait voir le jour. Les chemins de fer entre Ngaoundéré et N'Djamena étaient en pleine gestation. Les aéroports d'Amtiman, de Fianga, de Kelo, de Pala, d'Apéché étaient en train d'être mis à niveau. L'ensemble du territoire était en étude pour mettre en place les mécanismes de bitumage des voies, des universités. La toute première école polytechnique de N'Djamena devrait voir également le jour. Idriss Déby Itno était engagé dans des chantiers sans pareil pour que le Tchad connaisse l'évolution de la modernité et surtout que les Tchadiens eux-mêmes cessent de se déplacer pour aller chercher l'intelligentsia dans les pays de la sous-région. Patrick Clément Oyer, est-ce qu'on peut dire qu'avec son départ, toutes ces initiatives que vous avez citées sont dans l'eau? Elles ne sont pas tombées dans l'eau, Jean Solaire, parce que elles sont des initiatives qui sont consignées dans le PND 2017-2021 et nous avons la foi, nous avons espoir que ceux qui vont continuer le chantier, c'est-à-dire ceux qui vont continuer à diriger le pays après son excellence Idriss Déby Itno vont permettre que ces projets voient le jour et que le Tchad poursuive son chemin, sa route vers la modernité. Et parmi ceux que vous citiez qui devraient poursuivre son action, il y a bel et bien en première ligne Mahamat Idriss Déby, son fils, qui est le président du Conseil militaire de transition. Alors dites-nous, est-ce que vous pensez que Mahamat est la personne qu'il fallait vraiment pour poursuivre cette action? Je m'amuserais peut-être si j'ajoutais bien connu et bien aimé. Parce qu'en effet, de tous les fils du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby est un homme posé, discret, affable, simple, très très effacé. C'est un homme qui aime profondément l'armée, le pays et son père. C'est un homme, dois-je le dire, qui est resté très attaché à ses soldats avec qui il a combattu en 2013 au Mali pour chasser les terroristes. C'est un homme très attaché à ces soldats de la Direction générale du service de sécurité des institutions de l'État, la DGSI, qu'il commande. La DGSI, c'est l'armée, l'une des forces armées, je veux dire, l'un des segments des forces armées les plus puissants, les plus armés de la République tchadienne. Et comme son père, il appartient à l'ethnie Zakawa, dont les membres sont particulièrement nombreux au sommet de l'État. Et je pense que le dauphin du chef de l'État a la confiance du peuple, il a la confiance des dignitaires religieux, il a la confiance, comme l'a souligné le communiqué de l'ex-président de l'Assemblée nationale, le docteur Haroun Tabati, la confiance de l'Assemblée nationale. L'actuel président de la République et chef de l'État du Tchad jouit de la confiance des membres de l'opposition. Vous n'avez qu'à voir sur la page officielle de Saleh Kebsabo, l'un des plus caïds et téméraires jusqu'au boutiste
opposant tchadien, qui appelle le peuple à la commisération, qui appelle le peuple à faire confiance à Mahamat Idriss Déby Itno. Et aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby Itno est président de la République et chef de l'État pour les 18 prochains mois. Je crois qu'il y a lieu d'espérer une stabilisation. Déby a promis de rendre le pouvoir au peuple. Pensez-vous qu'il tiendra parole? Jean Solaire, l'avenir nous en dira plus. J'ai, comme vous, suivi le communiqué de Mahamat Idriss Déby concernant les 18 mois qui leur ont été accordés pour ramener la paix et la stabilité en République du Tchad. Et je sais que c'est un homme qui sait respecter sa parole et qui est aussi très très bien entouré. Nous comptons donc sur l'ensemble des forces vives, des différentes énergies qui vont entourer ce nouveau d'État pour que justement ces propos soient respectés. Clément Patrick Oyer, revenons sur les obsèques. Dites-nous, quelle est l'ambiance au lieu des obsèques? N'Djamena est en larmes, le visage pâle, celui d'un orphelin qui vient de perdre un parent précieux, un être cher, un père, un mari, un époux, un papa, un grand politicien. C'est la même impression qu'on peut voir sur l'ensemble des visages qui pondent la place de l'indépendance ici à N'Djamena, en face du palais rose, palais présidentiel du peuple tchadien. De nombreux chefs d'État ont foulé le tarmac de l'aéroport international à San Diamos. Ils sont ici, ils sont présents, ils sont en train de rendre un dernier hommage à son excellence Idriss Déby Itno qui s'en est allé. Les familles présidentielles sont présentes, une bonne partie du peuple est présente. Il faut aussi dire que les rues sont vides parce que pour des raisons sécuritaires, ils ont choisi un certain nombre de carrés de personnes qui peuvent assister à ces obsèques parce que vous savez la menace des terroristes qui ont occasionné la mort du maréchal n'est pas encore écartée et ce n'est qu'après justement l'enterrement du maréchal que le nouveau chef d'État va mettre un point d'honneur à cette affaire. Des chefs d'État présents, est-ce qu'on peut en avoir les noms, les différents chefs d'État présents sur les lieux des obsèques du maréchal Idriss Déby Itno? Oui, Emmanuel Macron a fait le déplacement de N'Djamena, Alpha Condé a fait le déplacement de N'Djamena, plusieurs autres chefs d'État se sont fait représenter par leur Premier ministre, leur directeur, je voulais dire leur ministre de la Défense, à l'instar du président Paul Biya, que Betty Assomon est en train de représenter ici présentement. Et puis les dignitaires religieux de tous bords, du Soudan, du Mali, le président nigérien également, Mohamed Bazoum, qui vient d'être élu à la magistrature suprême. Nous avons un ensemble de personnalités de tous bords qui sont venus ici présenter à la grande famille tchadienne. Cela présage pour vous cette ambiance bon enfant au lieu des obsèques avec cette forte présence des chefs d'État, y compris la représentation du chef de l'État Paul Biya. Qu'est-ce que cela présage pour vous, pour finir? Je pense que toutes ces personnalités sont là dans un contexte précis, celui du deuil, celui des obsèques du maréchal Idriss Déby Itno, et pas plus, et rien d'autre. Et peut-être la présence d'Emmanuel Macron pourrait permettre, après des audiences avec le nouvel fort, de lui apporter quelques conseils, mais l'heure est au pleurs et aux larmes. Merci beaucoup, Patrick Clément Oyer, auteur de l'ouvrage Idriss Déby Itno à cœur vaillant et de plusieurs autres ouvrages sur le maréchal, le disparu chef d'État de la République du Tchad. Patrick Clément Oyer, vous êtes également directeur de publication du magazine international Action d'Afrique. On va vous dire merci. Et je me tourne vers vous, cher monsieur, pour finir un mot sur ces obsèques. Kassim,
Alors, une forte présence des chefs d'État, notamment le chef d'État de la France, Emmanuel Macron, qui est là. Le président de la République, Paul Biya, lui-même représenté par M. Joseph Betty à Somo. Ça présage quand même de bonnes choses pour ce pays, pour la sous-région aussi. Oui, la présence du chef d'État français, Emmanuel Macron, est un signal politique fort, et ainsi que la présence de tous les autres chefs d'État de la sous-région. Ça témoigne de la reconnaissance de ce grand homme d'État, ça témoigne de la place qu'il avait, surtout qu'on connaît de lui qu'il était le gendarme du Sahel. Donc je pense que ça marque vraiment l'importance du maréchal du Tchad. Audrey, Paul Biya aussi est représenté par le ministre de la Défense, c'est un bon signe? Oui, c'est normal. Le Tchad est un pays voisin et le Cameroun et le Tchad entretenaient de bonnes relations. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est que l'Afrique pleure un guerrier. L'Afrique pleure celui-là qui était considéré comme un barrage, c'est-à-dire une source de protection, je peux dire ainsi. Un bouclier pour la sous-région, notamment d'Afrique centrale, la CEMAC, et peut-être aussi surtout l'espace sahélien. Et que l'Éternel l'accueille auprès de lui, c'est tout ce que je peux dire. Ambroise, alors votre regard sur ces ouvrages à Idriss Déby Itno, le disparu maréchal, le chef d'État de la République du Tchad? Idriss Déby était un soldat, vous l'avez dit, un bouclier, non seulement pour les pays de la zone du lac Tchad, mais également du Sahel, dont la présence de Emmanuel Macron ne surprend guère quand on sait que la lutte du Sahel, les forces, l'armée française est représentée. Vous savez, c'est une zone stratégique et Idriss Déby, avec de main de fer, savait tout fait pour que le terrorisme n'entre pas dans cette zone. Et je pense qu'aujourd'hui, on lui rend un hommage mérité pour l'homme qu'il aurait été, non seulement pour l'Afrique, mais également pour le monde. La solidarité africaine est de mise, hein, très perceptible au cours de ces obsèques. Oui, c'est l'essence même de l'Afrique. Prions simplement aujourd'hui que, après Mandela, Sankara et tous ces grands leaders qui s'en vont, que la jeunesse saura prendre la relève. Et il faut dire que Idriss Déby a combattu le bon combat, et comme on le dit en Afrique, l'eau retourne toujours à la rivière et il est retourné à nos ancêtres. C'est l'occasion pour nous de nous réjouir que finalement il retrouve sa vraie patrie après avoir accompli sa mission. On gardera de lui donc un grand homme, on gardera de lui ses discours panafricanistes de ces derniers temps. Merci d'être venu, mes chers amis, c'est la fin de l'émission. Oui, François, merci. JSK, il y a Serena et Scott qui voudraient dire joyeux anniversaire à leur papa, Georges Akamba, qui est maire d'Akonoling.